Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 juin. À la une ce soir, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et de grands groupes russes au centre des audiences du vice-président à Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec des responsables de sociétés russes. Le point dans ce 20h. À suivre ici à Abidjan, l'adoption en commission du projet de loi sur la carte nationale d'identité biométrique à l'Assemblée nationale. Coût global de l'investissement, 50 milliards de francs CFA. Focus ce soir sur le ministère chargé des relations avec les institutions. C'est un ministère qui reste encore peu connu des populations. Quelles sont ses missions? Comment les populations perçoivent-elles ce ministère? Des questions et des réponses dans le dossier politique de ce soir. Et hors de nos frontières, le président de la CAF interpellé à Paris. La FIFA promet une enquête. Bienvenue dans votre journal. On commence par le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et de grands groupes russes. Le vice-président est à Saint-Pétersbourg. Le point de ces audiences avec Awa Touré, notre envoyé spécial. En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu avec le président de la Fondation L'Avenir de la Patrie, Ousmanov Kiyuri, président du groupe LATT, un groupe qui intervient dans les secteurs de l'investissement, la construction et l'immobilier. C'est notre rencontre. J'ai informé Monsieur le vice-président que son arrivée en Fédération de Russie, c'était un événement historique et très important. C'est pour la première fois que la personnalité de ce niveau arrive en Russie. Et je crois qu'après ça, notre coopération se développera davantage. Gazprom, société anonyme russe spécialisée dans l'extraction, le traitement et le transport de gaz, mais aussi un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole, veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le directeur adjoint Afrique subsaharienne de ce groupe a échangé avec le vice-président sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On partageait les visions de développement du secteur d'énergie gazeuse de nos pays. Et nous sommes sûrs, Gazprom est sûr qu'il y a beaucoup des opportunités pour coopération entre nos pays. L'idée, c'est de faire en sorte que M. Basso effectue donc une visite en Côte d'Ivoire, probablement donc dans un délai d'1 mois, pour voir un peu les possibilités sur le terrain, compte tenu des potentialités de ce groupe qui est important, qui fournit du gaz à toute l'Europe à partir donc de la Russie, voir les différents aspects de coopération. Gazprom compte 20 filiales à travers le monde avec un chiffre d'affaires de près de 74 604 milliards de francs CFA en 2018. De Saint-Pétersbourg, cap ici sur l'Assemblée nationale où les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté à la majorité le projet de loi sur la carte nationale d'identité biométrique présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Coût global de l'investissement, 50 milliards de francs CFA. Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, face aux membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour la présentation du projet de loi instituant une carte nationale d'identité biométrique. Il s'agit d'une carte à puce électronique, sécurisée et à multi-usage contenant des informations biographiques et les données biométriques. Après l'exposé des motifs et les échanges, le projet de loi instituant une carte nationale d'identité biométrique a été adopté à la majorité des membres présents. Ce projet de loi marque un tournant décisif dans le processus de modernisation de l'identification en Côte d'Ivoire.
la Côte d'Ivoire entre à travers justement les nouvelles spécifications qui vont être donc mises en œuvre dans l'ère du digital en ce qui concerne, n'est-ce pas, les pièces d'identification. C'est plus de sécurité, c'est plus d'une circulation plus fluide dans l'espace communautaire de la CEDEAO et c'est également plus de fonctionnalités qui vont donc entourer l'utilisation de ces cartes. La délivrance de la carte nationale d'identité biométrique est soumise au paiement d'un droit de timbre. Le droit de timbre qui s'attache à la délivrance de la carte nationale d'identité est déjà défini dans le Code général des impôts et figure dans les lois de finances successives depuis 2014. Ce droit, on le connaît, il est de 5 000 francs. Les députés présents se sont réjouis de l'adoption de ce projet de loi. Nous, les députés, aujourd'hui, nous irons vers nos mandants, nos populations, pour leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y a encore d'autres procédures qui suivent. Nous aurons la plénière, mais nous aurons la seconde lecture après les observations du Sénat. Les députés ont donné leur quitus et bientôt les Ivoiriens auront de nouvelles cartes d'identité. Et je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendaient. Cette pièce d'identité biométrique est un outil de performance. Nous tenons à saluer son arrivée. La nouvelle carte nationale d'identité biométrique est destinée aux seuls citoyens ivoiriens. Elle est individuelle et obligatoire pour tout citoyen âgé d'au moins 16 ans et peut être délivrée à tout citoyen ivoirien âgé d'au moins 5 ans. Par ailleurs, Siliki Diakité a annoncé que le gouvernement envisage une prorogation de la date d'expiration de l'actuelle carte nationale d'identité pour couvrir la période d'établissement de nouvelles cartes. Les premières nouvelles cartes seront produites à partir d'octobre 2019. Le coût global de l'investissement est de 50 milliards de francs CFA financés à 70% par l'opérateur. Et ce soir, nous allons faire connaissance avec le ministère chargé des relations avec les institutions. C'est un ministère peu connu. Il a été créé en 2012. Quelles sont ses missions? Quelle est la recette du ministre Kone Kafana pour mieux faire connaître aux populations les institutions de la République? Les réponses à toutes ces questions dans ce dossier politique signé ce soir, Michel Digré. Immeuble Djekanou au plateau 11 mois après sa nomination en tant que ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kone Kafana est à la tâche pour traduire en acte la feuille de route assignée à son ministère. Il s'agit de contribuer à harmoniser et rendre plus efficaces les relations entre le gouvernement et les institutions de la République. Ensuite, contribuer à faire mieux connaître les institutions de la République auprès du grand public et participer aux assises au nom du gouvernement, aux assises des institutions de la République et enfin mener des réflexions ou des études sur le fonctionnement des institutions. Toutefois, ce ministère, depuis sa création, reste peu connu. Non, je ne connais pas ce ministère. Bon, non, un peu, je peux dire un peu. Pour ceux qui connaissent ce ministère, il constitue un atout pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Aujourd'hui, un ministère intercalé entre la présidence et les institutions, nous pensons que cela pourrait faciliter le travail, sinon la mise en pratique du programme présidentiel par ces institutions-là en fonction de leur cahier des charges. En commission, il est là, à nos côtés. On lui transmet directement certaines préoccupations de l'institution à laquelle j'appartiens. Et puis très souvent, je pense qu'on a une oreille attentive de sa part. C'est tout à fait bénéfique que ce poste ministériel existe parce qu'il est d'utilité pour l'Assemblée nationale pour que la passerelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif puisse exister. Depuis sa prise de fonction, Gilbert Kone Kafana a eu des séances de travail avec l'ensemble des 12 institutions de la République. Effectivement, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui travaillent en interdépendance. Donc il est important qu'il y ait toujours cette courroie de transmission. Et Monsieur le ministre remplit ce rôle. Nous avons abordé les différents sujets qui permettront à l'exécutif et au législatif de travailler main dans la main pour le bien-être des populations. Il est venu aujourd'hui pour que nous échangions
autour des questions qui touchent au fonctionnement du Sénat, nouvelle institution, mais voir quels sont les problèmes, mais surtout la marche du Sénat. Concernant sa mission relative à la promotion des institutions de la République auprès des populations, Gilbert Kone-Kafana mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Tant que vous n'avez pas un problème particulier, il est rare qu'un citoyen se lève pour aller chercher à savoir à quoi sert par exemple la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, à part quelques effets que l'on voit en apparence, par exemple en ce qui concerne la grande chancellerie, c'est les médailles que l'on voit, mais tant que vous n'avez pas de médaille, vous ne cherchez pas à savoir le pourquoi de cette institution. Donc, or, les institutions, ce sont des outils de l'approfondissement de la démocratie dans le pays. Pour faire en sorte que les populations aient une meilleure connaissance des institutions de la République, des journées portes ouvertes seront organisées dans la dernière semaine du mois de juin. Nous sommes mis d'accord que les institutions de la République étant très peu connues, ou le rôle étant un peu flou dans l'esprit de nos concitoyens, qu'il fallait donc faire quelque chose pour donc faire mieux connaître ces institutions. Ces journées, il y a deux volets. Les stands où donc les citoyens pourront effectivement prendre des informations directement à un guichet avec un ou des représentants de chaque institution. Et de l'autre côté, parallèlement, des panels seront tenus. Autre challenge à relever par le ministère, l'harmonisation des lois organiques qui régissent les différentes institutions de la République. Voilà, c'était un focus sur le ministère chargé des relations avec les institutions, dossier politique proposé ce soir par Michel Digré. Dans ce 20h, nous allons parler de l'auto-emploi. Des prêts sont faits à des promoteurs privés en vue de mener à bien leur business. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Abina Kwaku Pascal, a visité les bénéficiaires de ces subventions, nous dit Issaïo. Fatoumata Sissé est commerçante des basins au quartier Ouassakara, à Yopougon, depuis une dizaine d'années. Un commerce qu'elle a démarré sur une petite table. Aujourd'hui, grâce à un prêt de 3 millions de francs CFA, elle réussit à donner du volume à son business. Avec ce prêt, j'ai pu avoir des couturiers. Parce qu'auparavant, j'allais au Sénégal, au Mali. Ça a limité mes voyages nombreux. Et puis avec ce prêt, j'ai pu avoir aujourd'hui un petit terrain à Songon où je veux à la longue élargir mon commerce. Pourquoi pas une école de couture? Kwasi Marcel Ludovic, bénéficiaire d'un prêt de 2 millions de francs CFA, développe la vente de poissons à engrais château à Cocody. Grâce à ce projet, nous avons pu avancer dans nos tâches et ça a contribué aussi à l'évolution aussi de différentes personnes qui sont aussi à la charge de cette structure. Non loin de lui, Kakou Kofi Samuel exerce dans le domaine des TIC grâce au prêt de 2,5 millions de francs CFA octroyé par l'État de Côte d'Ivoire. Il a pu séduire plusieurs de ses clients. Nous avons de la clientèle. Toute entreprise, elle commence timidement. Mais déjà, ce que nous retenons, c'est que des clients, des partenaires nous font confiance. Donc il s'agit de personnes vulnérables qui sont en quête d'insertion, notamment des personnes jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Alors il faut avoir une connaissance bien entendu de l'activité et être en capacité de rembourser. Donc nous recevons les différents dossiers de financement, qu'il s'agisse de promoteurs individuels ou de promoteurs collectifs dans le cadre de groupements et en liaison avec notre partenaire financier. Et si le dossier est jugé bancable, le promoteur reçoit un financement qu'il doit rembourser. Tous ces promoteurs ont reçu la visite du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre Pascal Abina Kwaku est allé apprécier l'utilisation de l'appui de l'État par les différents promoteurs. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et de joie que je découvre ces jeunes promoteurs. Ça fait beaucoup d'emplois de créer ce qui est l'objectif du gouvernement, de réduire par ce biais-là le chômage des jeunes.
La Côte d'Ivoire a un avenir et l'avenir, c'est ces jeunes-là. Cette visite a été l'occasion pour le ministre Pascal Abina Kwaku de réitérer la volonté du gouvernement de faire de l'auto-emploi une priorité. Il a exhorté les bénéficiaires à rembourser les prêts afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Il faut ajouter à cet élément ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le lundi 10 juin 2019, lundi de la Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. 7 millions de personnes dans le monde meurent de la pollution de l'air, selon le rapport 2018 de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce jeudi à Abidjan, le gouvernement et les organisations non gouvernementales explorent des solutions pour réduire les émissions de gaz polluants qui menacent la santé publique en Côte d'Ivoire. Le reportage de Grace Kando. 92% de personnes dans le monde ne respirent pas un air pur, selon le rapport 2016 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour l'amélioration du cadre de vie, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de l'environnement autour du thème « Pollution de l'air ». Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ONU Environnement explorent ensemble des mesures pour la réduction des gaz polluants. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié de nombreuses actions en matière de préservation de la qualité de l'air, plusieurs campagnes de sensibilisation sur les dangers que représentent les gaz d'échappement des automobilistes et le feu de brousse ont été initiées. Des solutions d'urgence pour améliorer la qualité de l'air, comme le décret 2018 limitant à 5 ans l'âge des voitures d'occasion importées, ont été évoquées. Le gouvernement appelle les industries et les populations à s'approprier la protection de l'environnement. Le gouvernement a dans ce cadre entamé la mise en place du dispositif législatif et réglementaire permettant de réguler les sources d'émissions de polluants. La limitation de l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire, la participation active aux rencontres en vue de la réduction du soufre contenu dans les carburants sont entre autres des initiatives du gouvernement pour aider à préserver la qualité de l'air dans notre pays. L'État de Côte d'Ivoire, comme 160 autres pays, s'engage à travers les accords de la COP24 à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de près de 50% d'ici à 2030. Reportage signé Grace Kando, Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Cette information triste, un drame est survenu dans la nuit d'hier dans un quartier de Jesco. C'est dans la commune de Yopougon. 3 personnes d'une même famille ont péri dans cet incendie. Le point avec Mamadou Kwasi. Le petit Samuel revient de loin. Il est le seul rescapé du drame survenu dans le sous-quartier Mondon-Jesco dans la commune de Yopougon. Il a échappé à l'incendie qui a ravagé l'habitation de ses parents. On a vu que la porte ne s'ouvrait pas. Et il y avait un petit garçon de 2 ans qui était en train de pleurer. Donc, il y a le voisin qui a ces grands garçons qui sont venus. Ensemble, on a essayé de casser la porte pour voir vraiment pourquoi les gens ne se levaient pas, pourquoi ils n'ouvraient pas la porte. Donc, quand la porte a été cassée, c'est lui qu'on a pu sauver. Mais déjà, dans le salon et dans la chambre, les flammes avaient déjà atteint le plafond. Donc, on ne pouvait pas avancer alors qu'il y avait une famille dedans. Il ne reverra plus jamais son père, ni sa mère, encore moins son petit frère. Tous ont péri dans l'incendie survenu dans la nuit du mercredi 5 à ce jeudi 6 juin 2019, aux environs de minuit. Je suis arrivé, il a vu l'ampoule clientée. Donc, où il rentre, l'ampoule s'est éteinte seule. Bon, moi, j'ai compris. Et puis, il avance un peu, il voit la fumée sauter, ça sort par la toiture. Donc, il rentre directement chez moi, il y avait mon petit frère pour dire ah, qu'il y a un problème. Donc, il sort, on regarde, on voit qu'il y a du feu. On essaie de réveiller tout le monde dans la cour. Dans cette cour commune, ce sont 4 autres habitations qui ont été visitées par les flammes. Et l'intervention des sapeurs-pompiers militaires, dévancés dans leurs tâches par les jeunes du quartier, a permis de circonscrire le feu. En plus des 3 cas de décès, le dégât matériel est aussi important. Les enquêtes situeront sur les causes de cet incendie qui vient encore endeuiller ce quartier, qui a enregistré la semaine dernière un éboulement de terrain causant 3 morts.
On part à Séguelon, région du Kabadougou, pour une actualité plus légère. Le mouvement national pour la renaissance et le développement a distribué 3000 kits alimentaires aux populations démunies. C'est au nom du chef de l'État et du Premier ministre. Des projets sont aussi annoncés. Reportage Soro Corona. 3000 kits alimentaires du président de la République Alassane Ouattara et de son Premier ministre aux familles démunies du département de Séguelon. Un soutien pour permettre à ces veuves, femmes du 3e âge et démunies de bénéficier des actions sociales. Ces kits ont été distribués par le Mouvement national pour la renaissance et le développement. Le président de la République, étant dans une année sociale, a décidé que des équipes parcourent toute la Côte d'Ivoire pour montrer à l'ensemble des Ivoiriens qu'il n'oublie personne et que chaque Ivoirien a droit à sa part de croissance dans son assiette. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président et à son Premier ministre. Pour ces femmes, les actions sociales du gouvernement sont désormais une réalité. C'est vraiment une surprise. J'aurai un sommeil tranquille maintenant. Merci au président Alassane Ouattara et à son Premier ministre. Que Dieu leur donne longue vie et la santé. Par ce geste, on ressent les actions sociales du président de la République. Avec la situation financière difficile, ce soutien vient comme un don de Dieu. Les jeunes du département de Séguelon, région du Kabadougou, n'ont pas été oubliés par les actions sociales du gouvernement. Le foyer polyvalent, hors d'usage depuis 10 ans, sera réhabilité et équipé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les centres culturels ou les foyers des jeunes sont des centres de rassemblement, de fraternisation et de cohésion. Donc nous avons vu l'état de délabrement dans lequel est le foyer des jeunes. Donc le Premier ministre va réhabiliter ce foyer des jeunes à l'issue des journées AGC que nous allons organiser à Séguelon. Le mouvement national pour la renaissance et le développement s'est assigné pour mission de rendre visibles les actions sociales du président de la République Alassane Ouattara et de son Premier ministre partout en Côte d'Ivoire. À suivre cette remise de kits médicaux aux malades hospitalisés du CHU de Trècheville. C'est un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA et c'est une ONG qui a fait le geste pour améliorer les conditions d'hospitalisation des patients, nous dit Salimatou Dia. Au CHU de Trècheville, l'ONG Al-Mouassat agit pour consoler les malades hospitalisés. Matelas, draps d'hospitalisation ou encore des cartons de seringues font partie des kits médicaux offerts à cette structure sanitaire pour cette édition 2019 du Ramadan pour les malades. Nous sommes en train de matérialiser ce que nous avons appris du Ramadan, qui est de ne pas oublier nos semblables. Et comme nos voisins immédiats, ce sont les malades, donc nous leur apportons le peu que nous pouvons pour les aider à être dans les meilleures conditions. C'est un acte spirituel, c'est un acte social. Et cet acte nous honore. Et nous souhaitons que chaque année, nous puissions avoir davantage de moyens pour offrir davantage à des CHU un peu partout. Le secteur sanitaire de Côte d'Ivoire, un malade, c'est un bras de moins pour la construction du pays. Un malade, c'est un bras de moins pour le développement de la Côte d'Ivoire. Souhaitons que tous les Ivoiriens soient en bonne santé et qu'ils puissent travailler à construire un pays meilleur demain pour nous tous. Ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA intervient au jour de la célébration de la fête du Ramadan, moment de solidarité, de partage, traduit ici par les actions de lutte contre la pauvreté dans les hôpitaux. Au chapitre politique, le lancement du mouvement Marawe Action pour AGC à Atekoubé. Sa mission, accompagner le RHDP dans son plan d'émergence pour la Côte d'Ivoire. Wodjontele Soro et Isaïo. Fils et chef coutumier de la Marawe, mobilisé à Atekoubé pour lancer officiellement le mouvement politique Marawe Action pour Amadou Gon Coulibaly. Une action qui marque leur adhésion aux idéaux du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Je vais rentrer en Pays Gourou et vraiment être le bras des hommes politiques qui soutiennent le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour que Amadou Gon Coulibaly et le président Alassane Ouattara soient beaucoup plus enracinés chez nous. Le mouvement Marawe Action pour Amadou Gon Coulibaly a bénéficié du soutien de plusieurs cadres de la région. Une action pour soutenir les actions du Premier ministre est vraiment la bienvenue. Parce que pour nous, le Premier ministre est un homme à qui vraiment il faut rendre hommage pour son navigation au travail. Ndri et ses camarades, les remercier pour l'initiative qu'ils prennent. C'est un acte à saluer. Selon Patrice Ndri Douati, président de Marawe Action pour Amadou Gon Coulibaly,
Un livre contenant le projet de développement de la région sera soumis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Maurice Kakou-Gikawe était l'invité du fauteuil blanc du Nouveau Réveil ce jeudi. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA a exprimé la vision actuelle de son parti. Le reportage est signé Éric Goré. Le PDCI-RDA engagé pour la reconquête du pouvoir. C'est l'information majeure donnée par Maurice Kakou-Gikawe à la tribune Le Fauteuil Blanc du quotidien Le Nouveau Réveil. Une tribune qui se veut démocratique et sans tabou. Je prépare le PDCI à être conquérant pour prendre le pouvoir. C'est la mission qu'on m'a confiée. On dit qu'il y a match à SEC Africa. Parce que l'Africa va se lever, aller dans les journaux qu'on appelle la finale. Ils ont dit on va gagner. Ce sera dégéré, débouclé et déplié. Répondant aux questions des journalistes concernant les moyens pour y parvenir, le secrétaire exécutif du PDCI dévoile la stratégie. Des réunions trimestrielles avec les délégués départementaux et communaux, des contacts avec la société civile renforcés, une politique de communication dynamisée et la prise en compte de plus en plus du genre. Ce fauteuil blanc du Nouveau Réveil a eu pour thème le PDCI-RDA face aux enjeux électoraux de 2020. Pendant cette rencontre avec la presse, plusieurs sujets ont été débattus, notamment le patrimoine humain du parti, en passant par la communication et aussi la nouvelle plateforme créée par le PDCI. Un mot de culture. Après 32 ans de vacances de pouvoir, le peuple du Moronou a un nouveau roi. Cérémonie d'intronisation avec Eman Niamien. Après 32 ans de vacances de pouvoir, le royaume du Moronou a désormais un nouveau roi. Nana Eora Tewa, intronisé ce jour dans son village à Kinimokro, marque ainsi la restauration du royaume et vient aussi sceller l'union entre les fils et filles de la région du Moronou. Nous sommes restés un peu endormis après le premier roi Nana Dengikmany, qui est décédé en 1780. Et de 1780, il a fallu attendre 1944 pour installer un autre roi qui n'a pas pu totalement régner. Et lui, il est décédé en 1954. On a installé un troisième qui n'a pas pu régner. Et nous avons attendu son décès depuis 1987. Et aujourd'hui, nous venons de restaurer le royaume. Il faut dire que nous sommes tous entièrement contents, satisfaits. Porté en triomphe dans son palanquin pour saluer son peuple, le nouveau roi du Moronou a mobilisé des milliers de personnes venues lui traduire leur reconnaissance et l'assurer de leur plein soutien pour la réussite de sa mission. Parrain de cette cérémonie d'intronisation, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour cette cérémonie qui est l'aboutissement d'un long processus. Ça fait presque 10 ans. Je voulais préciser que ce n'est pas une nouvelle création. La chaise royale du Moronou existe et a toujours existé, mais c'est vacant depuis un certain temps, depuis d'ailleurs des dizaines et des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ils ont trouvé la personne idoine pour s'asseoir sur cette chaise. Donc nous avons officiellement maintenant un roi dans le Moronou. Pour cette cérémonie d'intronisation du roi du Moronou, plusieurs délégations des royaumes Abron, de l'Indénié et du Guablin, ainsi que du royaume Baoulé ont effectué le déplacement. Au nom donc de la famille royale, le professeur Martin Bleou a exprimé sa reconnaissance aux populations pour avoir répondu massivement à leur invitation. Merci, Majesté. Merci à vous tous pour avoir œuvré à la restauration du royaume du Moronou et partant à redonner vie au trône le plus ancien. La cérémonie d'intronisation terminée, la prochaine étape est celle de l'investiture prévue le mois à venir. De nos frontières, ce coup de tonnerre ce jeudi au sein de la Confédération africaine de football. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, interpellé à Paris pour une affaire de corruption. Il a été interpellé par la justice française à 2 semaines du coup d'envoi de la CAN 2019. Une information confirmée par la FIFA. L'Union africaine a suspendu avec effet immédiat la participation du Soudan à toutes les activités de l'UA jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt, si Dieu le veut. L'aventure continue avec la Côte d'Ivoire en marche.